Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'État doit-il nous manipuler pour notre bien commun? Une chercheuse en sciences cognitives et un spécialiste dans la mesure du bien-être ont allié leurs forces et leur savoir pour comprendre pourquoi nous n'agissons pas toujours au service du bien commun, pour comprendre comment l'évolution a conditionné notre psychologie et notre rapport à l'action. Invitée aujourd'hui, Coralie Chevalier, chercheuse à l'École normale supérieure PSL et à l'INSERM, spécialiste de la prise de décision sociale. Bonjour Coralie Chevalier. Bonjour. Et à vos côtés, Mathieu Perrona, directeur exécutif de l'Observatoire du bien-être, du CEPREMAP, il faut dire. C'est CEPREMAP, C'est ça, le Centre pour la recherche économique et ses applications. Vous êtes spécialisé aussi dans la conception et l'évaluation des politiques publiques. Bonjour Mathieu Perrona. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui cloche chez nous, Coralie Chevalier? Pourquoi est-ce qu'on continue à fumer malgré le cancer du poumon? Pourquoi est-ce qu'on utilise encore sa voiture en ville malgré la pollution et les particules? Pourquoi passe-t-on des heures sur un jeu vidéo et on ne supporte pas d'attendre 3 minutes un train ou un métro? Est-ce que vous avez, à l'occasion de ce livre et cette enquête et de votre travail, est-ce que vous avez résolu le mystère? Résolu, je ne crois pas. En tout cas, ce qu'on essaie de dire dans ce livre, je crois que c'est un message qui est plutôt positif et plutôt optimiste. On essaye de dire que on n'est pas si idiot que ça, qu'il y a toutes sortes de comportements qui peuvent sembler irrationnels de prime abord. Et en réalité, quand on comprend d'où vient la psychologie humaine, quelle est la longue histoire évolutive de la psychologie, d'un coup, des comportements qui peuvent sembler irrationnels prennent sens. Donc, par exemple, on a un intérêt dans l'histoire de notre espèce à coopérer. On est une espèce qui survit grâce à la coopération et c'est particulièrement fort pour les humains par rapport à d'autres animaux. Et donc cet effet-là de la coopération a conditionné, calibré notre psychologie pour qu'on soit par exemple particulièrement sensible à ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc, pour répondre à l'une des questions que vous posiez, la lutte contre le réchauffement climatique, aujourd'hui en France, les Français sont particulièrement intéressés par cette question. En grande majorité, ils considèrent qu'on n'en fait pas suffisamment. Et donc, ça peut sembler irrationnel que finalement, chacun n'en fasse pas plus. Alors, pourquoi est-ce que chacun n'en fait pas plus? Eh bien, parce que chacun est d'accord pour en faire plus s'il a la garantie que les autres aussi en font plus. Et ça, c'est parce qu'on est particulièrement équipé pour faire attention à ce qui est juste et pas juste et aux éléments qui nous donnent des indices sur le fait que les autres sont en train de coopérer ou pas. On ne veut pas coopérer tout seul. Les sciences comportementales, écrivez-vous, ont révélé que le modèle classique de l'Homo economicus était inopérant, d'où une forme de réhabilitation du modèle de l'Homo sapiens. Et c'est le titre que vous donnez à cet ouvrage que vous co-signez, Coralie Chevalier, Mathieu Perrona, Homo sapiens dans la cité, comment adapter l'action publique à la psychologie humaine, qui paraît chez Odile Jacob. Pourquoi Homo sapiens? Qu'est-ce qu'il vient? Pourquoi il revient dans cette action et dans la ville avec nous? En quoi est-ce un modèle? J'ai envie de dire que pendant des années, il y a eu une rencontre entre une vision juridique, qui est celle du citoyen éclairé, informé, parfaitement capable de connaître les lois et règlements et de trouver son intérêt, et la vision économique de l'homo economicus, parfaitement rationnel. Du coup, on avait un peu une modélisation, un ensemble scientifique cohérent, celui de l'économie, qui rencontrait la manière dont on pensait du côté juridique la conduite de l'action publique. Évidemment, tout le monde était conscient qu'il y avait des limites là-dessus, à ça qu'on ne se conduisait pas au quotidien comme quelqu'un de parfaitement rationnel, que nous avions des limitations. C'est quelque chose qui est même assez ancien en fait dans la recherche économique, mais qu'on a mis beaucoup de temps à traduire en conséquences politiques. Et le basculement, c'est peut-être le moment où il y a vraiment eu ce développement des sciences cognitives et leur arrivée au premier plan, qui ont dit, il y a peut-être une aporie à essayer de viser cet homo economicus comme ce que devrait être le citoyen. Parce que comme le disait Coralie à l'instant, il y a des bonnes raisons que les humains ne se comportent pas comme des homo economicus. Et donc, au lieu de faire de la politique publique pour les homo economicus, qu'est-ce que ça donnerait si on en faisait pour des homo sapiens, pour des humains comme ils fonctionnent réellement?
Voilà, et voilà comment on réhabilite l'Homo sapiens et on le met au cœur des enjeux des politiques publiques. Alors on voudrait, mais on n'agit pas toujours en ce sens, hein, celui du bien commun, vous l'évoquiez, Coralie Chevalier. Quels sont les freins psychologiques? Vous les avez étudiés, hein, tenté de comprendre à la fois les freins et aussi les leviers. Quels sont, du côté des freins, les facteurs, les réactions qui biaisent nos comportements? On peut peut-être donner un premier exemple, vous le développez, celui du non-recours aux aides sociales. Le chiffre est effectivement assez important. 30% des allocations sociales ne sont pas perçues. Plus de 50% des bénéficiaires potentiels des dispositifs d'aide à la complémentaire santé, notamment, ne la perçoivent pas. Comment expliquer ce chiffre? Qu'est-ce qui fait, alors qu'on y aurait le droit, qu'on n'a pas recours à ces aides? Oui, alors une des explications très importantes, c'est la complexité du système administratif. Et quand on dit complexité, en fait, c'est complexité pour la psychologie humaine. Rien n'est complexe en soi. On donne plusieurs exemples dans le livre d'opérations qui sont simples pour une machine, mais qui sont complexes pour nous. Par exemple, pendant l'épidémie, on a beaucoup parlé du fait que appréhender l'exponentielle, c'était compliqué pour la psychologie humaine. Mais pour une machine, c'est pas compliqué, c'est simple. Donc quand on parle de complexité administrative, on est bien en train de parler de choses qui sont perçues comme complexes par des Homo sapiens. Et c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé, le poids de la complexité administrative dans l'efficacité de l'action publique. Or, on sait que c'est un levier particulièrement efficace, la simplification, pour améliorer l'accès aux droits et l'accès aux politiques publiques. Et notre message, c'est de dire, là encore, quelque chose qui est plutôt optimiste, c'est qu'on a là un levier qui est assez facile à mettre en œuvre pour que les politiques publiques atteignent leur cible et donc soient plus efficaces. Pour prendre un exemple très simple, aux États-Unis, il y a une expérimentation qui a été conduite sur les formulaires administratifs qui permettent aux étudiants défavorisés d'accéder à des aides sociales pour aller à l'université. Et en simplifiant ce formulaire, on a augmenté la part des étudiants qui réellement accédaient à l'enseignement supérieur et qui ne décrochaient pas de l'enseignement supérieur. Donc c'est une thématique qui peut-être ne semble pas comme ça la plus intéressante, la plus percutante, la plus originale, de dire on va simplifier les formulaires, mais en réalité sur le terrain, ça se traduit par plus d'efficacité pour l'action publique. Voilà, c'est un exemple effectivement à la fois des freins et des leviers possibles, simplifiés, pour répondre à ce phénomène du non-recours, ou alors les options par défaut, modifier les architectures de choix pour simplifier, là encore, la vie des utilisateurs. Alors vous revenez aussi sur ce concept à nous expliquer, Mathieu Perrona, d'intelligence sociale. Est-ce qu'on a chacun en nous une intelligence sociale? Et qu'est-ce qu'elle nous dicte? En quoi n'est-elle pas toujours bonne conseillère? C'est quoi cette intelligence sociale? L'intelligence sociale, c'est notre capacité à nous faire assez rapidement une idée des personnes avec qui il va être possible de coopérer ou non. Comme le disait tout à l'heure Coralie, essentiellement dans l'espèce humaine, il y a cette dimension de vie en société. C'est-à-dire que je vais m'engager dans des actions dont les bénéfices vont être partagés à la fin. Si je le fais avec quelqu'un qui va tout prendre, je vais perdre. Et donc, ce n'est pas une bonne stratégie pour ma propre survie. Donc, je dois identifier les personnes qui vont avoir cette capacité à rentrer dans une relation de réciprocité. Et il se trouve qu'on est plutôt bien équipé pour ça, par des millions d'années d'évolution, à essayer de détecter les signes qui font que telle personne est un bon coopérateur ou non. Il y a aussi des signes qui nous trompent. Et ça fait longtemps que le marketing les a aussi identifiés, les utilise. La poignée de main ferme, le sourire, qui sont des marqueurs sur lesquels on s'appuie habituellement et qui peuvent être manipulés. C'est là où on peut être induit en erreur par une présentation, un extérieur qui mobilise nos outils habituels pour identifier avec qui je vais avoir envie de travailler. Vous donnez aussi dans le livre un bon exemple pour comprendre parfois cette dissociation. C'est celui de l'effet Cobra. Je ne connaissais pas ce qui était arrivé, cette expérimentation à Delhi. À l'époque, il y avait une prolifération de Cobra. Et du coup, des primes financières avaient été mises en place par la collectivité pour chaque Cobra tué. Alors, au début, ça a très bien marché, Coralie. On a tué, enfin, les habitants ont tué des Cobras. Et la population de Cobra a baissé jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, les habitants se
mettent à en élever clandestinement des cobras pour pouvoir toucher la prime, hein. C'est ça. Exactement. Et donc, on utilise cet exemple. C'était contre-productif, du coup. C'était complètement contre-productif, puisque à la fin, évidemment, chacun élevait ses cobras pour récupérer la récompense. Et puis, au moment où la politique de récompense a été supprimée, tout le monde a relâché ses cobras et on s'est retrouvé avec plus de cobras à l'arrivée qu'au départ. Et on utilise cet exemple pour attirer l'attention sur un point qui nous semble vraiment important, qui est un point qui est fait par de nombreux chercheurs en sciences sociales, mais sur lequel on insiste aussi, qui est celui que l'action publique doit être évaluée. Parce que même si on a un modèle vraiment très prédictif, très bien informé de comment fonctionne la psychologie humaine, quels sont les éléments sociologiques qui entourent le citoyen quand il doit prendre des décisions, etc., on n'est quand même pas dans un modèle de type science dure qui nous permette d'être absolument certain que la politique publique qu'on déploie va être efficace. Donc il y a aussi dans le livre une forme de plaidoyer sur le fait qu'il faut évaluer l'action publique. Ouais, et comment fonctionne la psychologie humaine, c'est quand même aussi toute la question qui est au cœur de ce livre, au cœur du coup aussi des politiques publiques pour tenter de mieux les orienter. Comment fonctionne la psychologie humaine? Il y a une part de rationalité, d'intelligence rationnelle, mais aussi une part d'émotion et de pulsion difficilement contrôlable. De quoi est fait notre cerveau? On va tenter de le comprendre ou de l'expliquer avec les mots du journaliste Sébastien Boller, qui racontait dans son dernier essai le bug humain paru chez Robert Laffont. Pourquoi notre cerveau, au fond, nous poussait à détruire la planète au nom d'un plaisir immédiat, en surconsommant, en se suralimentant? Pourquoi, alors qu'on avait conscience de ce qui se jouait, on ne réagissait pas? Quand on regarde comment est constitué le cerveau humain, on voit en gros deux grandes parties. Vous avez la partie intelligente à l'extérieur du cerveau qu'on appelle le cortex, vous savez, qui est plissé. C'est elle qui fabrique des Airbus, des smartphones, des écrans à plasma, tout ce que vous voulez. Et puis au cœur du cerveau, vous avez une zone plus enfouie, plus profonde, et donc beaucoup plus ancienne, qui était déjà présente chez nos ancêtres primates il y a des millions d'années, même encore avant, il y a des dizaines de millions d'années chez les premiers mammifères, qui s'appelle le striatum. Ce striatum, on le voit en imagerie cérébrale aujourd'hui, lui, il façonne nos désirs, nos motivations profondes. Et comment il fait ça? Il le fait en nous donnant du plaisir avec une molécule qui s'appelle la dopamine à chaque fois qu'on fait certaines choses. Et donc il va nous inciter à faire ces choses-là à cause du plaisir qu'on en retire. Et quand on regarde qu'est-ce que c'est que ces grandes motivations, effectivement, elles sont toutes liées à notre survie. C'est-à-dire que la première, par exemple, c'est manger. La nourriture, à chaque fois que vous mangez, vous allez avoir un shoot de dopamine grâce à cette zone cérébrale très très profonde, très très ancienne. Le problème, c'est que cette partie de notre cerveau, ce striatum, est complètement aveugle au futur. C'est-à-dire que on voit que si je vous donne par exemple une somme d'argent de 10 euros, je vous dis soit je vous donne les 10 euros maintenant, soit 15 euros dans un an, à 90%, vous allez prendre les 10 euros maintenant. C'est-à-dire que c'est votre striatum qui va voir les choses qui sont sous votre nez maintenant, mais qui n'arrive pas à prendre en compte ce qui va être dans le futur plus éloigné. Votre cortex le fait. C'est-à-dire qu'intellectuellement, vous vous dites oui, 15 euros ce serait plus intéressant dans un an, même compte tenu de l'inflation, ok. Mais votre striatum ne le peut pas. Voilà, le striatum aveugle au futur, c'est un peu la thématique d'un film, Don't Look Up, diffusé sur Netflix, dont tout le monde parle aujourd'hui. Voilà, comment l'expliquer et comment les politiques publiques peuvent prendre ça en compte? Coralie Chevalier, vous qui êtes quand même aussi spécialiste des sciences cognitives et comportementales, comment lutter contre ce striatum qui est visiblement pas si bien intentionné par rapport à notre avenir? Oui, alors on parle d'un certain nombre de solutions dans notre livre pour mettre en avant le fait que quand la récompense est à long terme ou semble à long terme, un des outils qu'on peut utiliser, c'est la rendre plus saillante. Par exemple, en parler, c'est ce qui se fait dans le domaine de l'éducation notamment. L'éducation, c'est un exemple très intéressant qui revient un petit peu à ce que disait Sébastien Boller, où vous avez le choix entre récupérer une récompense maintenant, c'est-à-dire pas faire d'études et vous amuser, ou alors souffrir pendant que vous faites des études et puis avoir ce retour sur investissement dans le long terme. Donc on sait que dans ce domaine-là, si on insiste sur les bénéfices à long terme de l'éducation, ça peut inciter un certain nombre de personnes à s'éduquer. L'autre chose dont on discute beaucoup dans le livre, c'est le fait que tout le monde n'est pas sujet de la même manière, avec la même force, à ce biais pour le présent. Et on insiste en particulier beaucoup sur le fait que lorsqu'on est en situation de stress, on a tendance à devenir plus impulsif. Et le biais dont parle Sébastien Boller est amplifié dans ces situations-là. Et ça a un impact aussi
sur la façon dont on doit concevoir l'action publique, parce qu'il faut anticiper que lorsque les citoyens sont dans une situation de stress ponctuel ou alors grandissent dans un environnement qui est stressant de façon chronique, alors on doit s'attendre à ce que leur perception des récompenses à court terme et à long terme soit un peu modifiée. Mmh. Oui, pardon, Mathieu Perrona. Un dispositif qui est utilisé dans ces cas-là, ce qui est déjà en place dans beaucoup de politiques publiques, c'est la friction. Vous avez envie de faire quelque chose de manière très impulsive, eh bien, je vais vous empêcher de le faire tout de suite. Vous voulez acheter une arme à feu, on est aux États-Unis, d'accord, vous avez le droit d'avoir votre arme à feu, mais il faudra attendre une semaine. Les États qui ont introduit ce genre de période de refroidissement ont vu les décès par arme à feu, en particulier par suicide, diminuer de manière drastique. On parle de dizaines de milliers de vies sauvées. De la même manière, quelque chose qui est stressant, c'est quand vous faites un très gros achat. Typiquement, quand vous achetez une maison. Et ça fonde l'idée que quand vous demandez un crédit immobilier, eh bien, il faut attendre une semaine avant d'accepter votre crédit. Justement pour que cette envie d'agir tout de suite face à une grosse décision stressante, vous la passiez, que vous regardiez un petit peu ce qu'il y a dans ce dossier de crédit. Donc c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui a été mis de manière un petit peu empirique dans l'action publique. Oui, c'est une idée toute simple qui consiste à décélérer, en fait, dans une société et un monde où tout s'accélère, en fait. Et c'est aussi la difficulté, c'est qu'on est sursollicité de nos jours, en permanence. On doit prendre des décisions en permanence, au quotidien, à court terme, à moyen terme et à long terme, hein, avec toutes ces temporalités qui se juxtaposent aussi. Hein. Oui, on parle d'ailleurs du fait que dans nos sociétés modernes, alors à la fois tout s'accélère et on doit prendre de plus en plus de décisions, mais on vit aussi dans des sociétés où un certain nombre de décisions sont prises pour nous. On parlait tout à l'heure là, du mode par défaut. Quelque part, c'est important aussi d'avoir en tête que l'action publique facilite la vie des citoyens quand elle est faite correctement. Et qu'une partie de cette facilitation vient du fait qu'un certain nombre de décisions sont prises par défaut pour nous. Par exemple, on n'a pas le choix de boire de l'eau propre ou de l'eau contaminée qui viendrait directement des égouts. On a une seule eau et elle est dans le même robinet et tout le monde boit de l'eau propre. Quelque part, ça, c'est du mode par défaut, vous voyez ? Donc, c'est un exemple qui peut sembler un peu naïf et absurde, mais c'est plutôt infantilisant ou un peu, je sais pas si c'est paternaliste, parce que là, on agit pour le bien commun, en l'espèce en faisant pas boire de l'eau qui ne serait pas potable, mais c'est quand même assez infantilisant. Qui aurait envie ? Pourquoi est-ce qu'il faut nous limiter là-dessus ? Eh bien, personne, justement. Personne, d'accord. Voilà, justement, personne. Et donc, c'est un des points qu'on essaie de mettre en avant dans ce livre, c'est de dire, finalement, quand on parle de paternalisme, il faut avoir la bonne définition de ce qu'est le paternalisme. Et si on disait que c'est paternaliste de décider pour l'ensemble des Français qu'ils ne pourront pas choisir entre de l'eau propre et de l'eau contaminée, on se dirait que ce n'est pas une définition très intéressante de ce qu'est le paternalisme. En fait, quand on permet à tous d'avoir accès à de l'eau propre par défaut, on est tous d'accord de façon très très intuitive, c'est pour ça que l'exemple semble absurde, qu'on est en train de faciliter la vie et d'augmenter, pour reprendre les termes qu'Esther Duflo emploie dans un de ses ouvrages, on est en train d'augmenter les capacités des Français et de leur rendre plus de liberté. Mais le risque, c'est le mésusage, c'est la manipulation aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on peut et qu'on sait jouer sur les biais et sur des leviers cognitifs, il y a une forme de manipulation, là, celle que vous décrivez, douce, mais de la manipulation quand même. Est-ce que c'est bien vertueux de faire ça ? Mathieu Perrona. J'aurais tendance à dire que l'esprit humain n'a pas attendu les cognitivistes pour ça, ni même les économistes. Si vous allez regarder dans les traités d'art oratoire de l'Antiquité, dans Quintilien, dans les traités de la Renaissance, chez Héran, chez Montaigne, vous avez déjà ces éléments de compréhension. Et là, on les retrouve chez des intellectuels. Bon, chez Quintilien, c'était très clairement au service de la politique. Donc, toute cette utilisation des raccourcis de l'esprit humain, elle existe déjà depuis longtemps. Ce que fournissent les sciences cognitives, c'est un cadre d'analyse pour mieux les repérer et se poser la question, est-ce que là, c'est légitime ou est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce que j'augmente la liberté des gens ou est-ce que j'essaye de les faire agir en fonction de mon propre intérêt ? Avec des outils conceptuels, avec des outils scientifiques plus systématiques qui aident à structurer cette identification.
C'est quoi la condition pour que ça marche pour vous? C'est que l'État et les politiques publiques, enfin l'État qui va prendre ces décisions, explique toujours pourquoi elles sont prises et ne joue pas simplement sur des incitations sans les justifier, sans donner la notice finalement de ce qui est en train de se jouer. Ouais, je pense que c'est une bonne condition, c'est une bonne première condition, celle de la transparence, qui est le prérequis pour la confiance et pour vivre ensemble. Mais elle est là, Mais cette transparence ou pas, du Mais coup? quelque part, j'aurais envie de dire que la question que vous posez, on peut la poser pour tout outil pardon, qui est à la disposition de la puissance publique. Qu'est-ce que c'est qu'une réglementation éthique? Qu'est-ce que c'est qu'une taxe éthique? Quelles sont les conditions pour décider que mettre en place tel type de réglementation remplit les conditions de quelque chose qui va être éthique ou pas? Quelque part, quand on réglemente ou quand on instaure un système de primes ou de bonus ou de malus, là aussi, en fait, on essaye d'influencer le comportement des citoyens dans une certaine direction. Donc, pour ma part, il me semble qu'il n'y a rien de vraiment spécifique en fait à ce qu'on dit. C'est la question générale, c'est celle de savoir qu'est-ce qui fonde l'action publique, et qu'est-ce qui fait que l'action publique est dans son bon droit d'orienter les citoyens dans une certaine direction, plutôt que la question des outils. Mais vous voyez quand même des utilisations qui peuvent être négatives de tout ça. Parce que là, on est dans ce cadre effectivement assez vertueux de l'action publique. Mais quand on voit ce qui se joue sur les plateformes, comment les réseaux sociaux aussi tentent de capter notre attention, de jouer sur ces biais cognitifs, tout le monde peut manipuler ces leviers une fois qu'ils sont existants et identifiés. Bien évidemment, pour prendre un exemple qui est à mon sens particulièrement éclairant et scandaleux, un certain nombre de plateformes de réservation de chambres ont une fenêtre qui vous dit il y a actuellement 8 personnes qui regardent cette annonce. Si vous regardez le code source de la page, ce 8 est juste un nombre généré aléatoirement au moment où vous avez chargé la page. Il ne correspond à rien de réel et il joue pour vous mettre en situation de stress en disant « Aïe, si les 8 prennent, il n'y aura plus de chambres, je vais perdre cette possibilité, donc je réserve. » Ça fait partie du grand champ de la régulation des usages néfastes des sciences comportementales, qui est quelque chose qui s'est énormément développé et sur lesquels un certain nombre d'autres pays sont très en avance sur ce qu'on peut faire aujourd'hui. Qui va conseiller la toute nouvelle agence d'innovation comportementale à laquelle vous participez? Vous avez déjà des clients, des usagers, comment faut-il dire? On a travaillé une fois, et d'ailleurs on utilise ce cas à la fin du livre comme cas pratique. On a conseillé plusieurs agences publiques sur la question du chauffage au bois, qui est une des sources importantes de pollution aux particules fines en Île-de-France. Et donc, une des choses qui nous intéressait dans ce projet, c'était justement d'aller au-delà des réglementations qui avaient pu être proposées et qui, soit n'ont pas d'effet, soit ont été massivement rejetées par la population, parce qu'on a cette intuition comme ça que le chauffage au bois, c'est agréable, et on n'a pas l'intuition que c'est une activité polluante qui peut nuire à la santé. Et donc, on a essayé de travailler dans cet autre cadre et on a proposé une expérimentation qui a conduit à une diminution de l'utilisation du chauffage au bois dans les ménages et donc à une diminution de la pollution de l'air intérieur dans ces familles. L'action publique doit être repensée en tenant compte de la psychologie humaine. C'est le thème et le sujet de ce livre, Homo sapiens dans la cité, que vous co-signez Coralie Chevalier et Mathieu Perrona aux éditions Odile Jacob. France Culture, il est 13h20. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Alors comment inciter, guider notre consentement en temps de pandémie, tiens, par exemple? Comment agir ensemble pour notre bien commun? C'est un sujet et une question qui s'est évidemment posée à l'aune des vaccins. Les vaccins est la meilleure manière de convaincre les populations de se faire vacciner. On y revient avec les mots de l'économiste Esther Duflo que vous citiez à l'instant, Coralie Chevalier. L'autre partie de ce qu'il faut faire, c'est une majorité de gens qui pensent que c'est une bonne chose de se faire vacciner, mais qui pensent que demain est aussi bien qu'aujourd'hui, puisque finalement, pour la vaccination, il n'y a jamais d'urgence complète. Ce n'est pas comme de prendre un médicament quand on est malade, ou si on a 42 fièvres, il faut prendre le médicament maintenant. Alors que par définition, on n'est jamais vacciné quand on est malade. Et on peut toujours attendre demain. Et en particulier, le vaccin Pfizer, il demande 2 injections. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que les gens fassent une première injection, et puis après, ne fassent jamais les secondes en se disant « moi, j'en ai déjà une ».
je suis à moitié protégée. Alors qu'en fait, ça ne marche pas exactement comme ça. Et là, pour ça, en quelque sorte, c'est un problème qui est plus simple et sur lequel l'économie a beaucoup travaillé depuis nombreuses années en collaboration avec des psychologues sur comment on pousse les gens gentiment dans la direction de faire plutôt aujourd'hui ce qu'ils pourraient remettre à demain. Ce n'est pas une question de conviction, c'est juste une question d'amener à faire le dernier pas. Voilà, Esther Duflo qui a beaucoup travaillé aussi sur cette question des biais et avec des chercheurs en neurosciences. Elle a raison sur ce qu'il faut faire dans un cas comme ça, où il est compliqué d'obtenir une adhésion pleine et entière de la population. Non pas chercher à convaincre, mais inciter. C'est de ça qu'il s'agit ? En fait, sur la vaccination, il y a vraiment une littérature très abondante qui nous permet d'anticiper un peu quel type d'outil va bien fonctionner. Et je dirais que si on devait résumer, ils sont de 2 types. Le premier, c'est la simplification du parcours usager dont on parlait là, pour les aides sociales, pour le non-recours. Donc, faciliter la prise de rendez-vous, faire en sorte que finalement, on n'ait pas à réfléchir au fait qu'il faut un deuxième rendez-vous, mais que ce soit pris un peu automatiquement. Ça, c'est la première grande famille d'incitation, d'outils. Et la deuxième, c'est l'argumentation. Et ça, c'est particulièrement important parce qu'on en parle moins. L'argumentation, c'est convaincre, alors c'est pas Exactement, inciter. c'est convaincre. En fait, il y a l'incitation et la facilitation du parcours. C'est vraiment très important. Et la deuxième grande famille, c'est de dire, finalement, on n'est pas des irréductibles. Finalement, ceux qui hésitent, ils ont des raisons d'hésiter. Et il ne faut pas être pessimiste et se dire que, tant pis, s'ils hésitent, ils hésitent. Mais il faut prendre le temps de la pédagogie. Et ça, il y a énormément de travaux expérimentaux en psychologie qui montrent que quand on prend le temps de la discussion, quand on prend le temps d'échanger des arguments, en particulier avec un tiers de confiance, comme un médecin généraliste, par exemple, ça augmente considérablement l'adhésion à la vaccination. Donc en fait, contrairement à ce que dit Esther Duflo, qui dit le propos n'est pas de convaincre mais d'inciter, vous dites convaincre plus inciter, il faut les deux en fait. Oui, voilà, je pense juste que ce que dit Esther Duflo est juste simplement on peut faire les deux. On peut aussi convaincre et on peut convaincre avec des outils qui sont soit des outils de conversation interpersonnelle comme on est en train de le faire, avec un tiers de confiance c'est mieux. Et avec des collègues, notamment Sacha Altaï et Hugo Mercier, on a travaillé sur des outils numériques qui miment la conversation. Donc avec un chatbot qui permet d'échanger des arguments entre un petit robot conversationnel et un usager, on arrive à mimer cette conversation et à augmenter les opinions positives de la vaccination. Et ce travail-là, on l'a fait à propos du vaccin Covid. Avec la chatbox. Bon, alors je ne savais pas tout ça. Vous qui évaluez, vous soulignez l'importance, Mathieu Perrona, d'évaluer les politiques publiques. Comment vous évaluez la politique vaccinale telle qu'elle a été mise en œuvre depuis le début de la crise pandémique, depuis l'arrivée de la vaccination ? Alors l'évaluation au sens où on l'entend ici, c'est plutôt au sens de la science, au sens de ce que fait l'Institut des politiques publiques par exemple, c'est-à-dire déployer une action publique à petite échelle, voir quels sont les effets, l'ajuster, passer à une plus grande échelle, voir quels sont les effets. La politique vaccinale, là, c'est typiquement le genre de cas où on a une énorme crise et où on n'est pas dans cette logique-là de l'évaluation de l'action publique parce qu'on n'a pas de contrefactuel. On ne sait pas, c'est très difficile de savoir ce qui se serait passé si on avait fait les choses un peu différemment. Si on avait fait les choses très différemment, on a une idée, ça aurait été la catastrophe. Si on avait fait les choses un peu différemment, là, ici, on n'est pas opérant. Et c'est en revanche, c'est en amont de ce genre de crise que c'est extrêmement utile d'avoir tout un répertoire de politiques déjà évaluées à petite échelle. Par exemple, si on avait eu un travail d'évaluation très systématique sur les questions de la vaccination contre la rougeole et de l'hésitation vaccinale face à la rougeole en France, on serait peut-être arrivé dans la crise du Covid avec un peu plus de billes sur comment traiter cette hésitation vaccinale. Et d'ailleurs, vous dites que c'est justement aussi la différence avec le nudge, qui souvent agit en aval, là où il faudrait préparer le consentement, l'adhésion aussi, bien plus en amont. On va revenir sur ce nudge, vous lui consacrez une partie, avec la journaliste Audrey Chabal.
le mauvais nudge va être utilisé, par exemple, par des entreprises pour faire des profits. Le bon nudge, à l'inverse, va être utilisé par des politiques publiques pour l'intérêt général. On est bien d'accord. La question éthique se pose de différentes manières, mais la première, je dirais, c'est cette idée de mettre en place des politiques qui fonctionnent ou non sur le long terme. Et la question morale est posée sur le terme de l'infantilisation ou de la manipulation. On peut se poser la question en partant du principe où l'économie comportementale considère que l'individu n'est pas rationnel. L'économie comportementale infantilise l'individu. Donc c'est très compliqué à partir de là de considérer que c'est une démarche qui est totalement éthique, puisqu'on ne laisse pas à l'individu finalement la possibilité de réfléchir pleinement et de manière adulte, je dirais, sur le bienfait ou non des politiques publiques et sur ce qu'elle considère comme étant intéressant pour le bien public. Voilà, Coralie Chevalier, on boucle un peu la boucle avec ce nudge et ce que vous avez évoqué, Audrey Chabal, qui parlait dans son livre d'un paternalisme libertaire, oxymore intéressant, qui est au cœur, on imagine aussi, de vos réflexions. Comment fixer les limites entre les bons et les mauvais nudges. C'est toute la question de la finalité qui est étudiée ici. Oui, je suis d'accord et je vais peut-être un tout petit peu rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Quelque part, quand on décide de mettre une amende pour sanctionner tel ou tel comportement, donc par exemple, quand on décide de mettre une amende parce que quelqu'un ne porte pas le masque, ou pour prendre des exemples d'actualité, de la même manière, on ne laisse pas le citoyen décider s'il est en accord ou pas avec la politique publique. Cette politique, elle est décidée et ensuite on applique une sanction pour dire si vous ne respectez pas cette politique, alors vous aurez une amende. Donc à nouveau, je pense que la question de l'éthique, elle ne se place pas tant du côté des outils que du côté des politiques elles-mêmes, des politiques qui sont mises en œuvre ou pas. La question, ça doit être, est-ce que les politiques qui sont visées sont justes ? Est-ce qu'elles favorisent le bien commun ? Est-ce que si tout le monde les comprend, on adhère ? Et ça, c'est la question la plus intéressante et la plus centrale. Par ailleurs, je dirais qu'il y a toutes sortes de catégories de nudge, comme par exemple un passage piéton. Ça, c'est aussi un nudge. Donc vous voyez, c'est très vaste en fait, ce qu'on peut mettre dans cette famille des nudges. Merci beaucoup à tous les deux. Homo sapiens dans la cité. Comment s'adapter, comment adapter l'action publique à la psychologie humaine? Coralie Chevalier, Mathieu Perrotin, votre livre paraît aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu autour de cette grande table des idées à retrouver, si vous le souhaitez, sur le fil de nos podcasts. Un grand merci à Thomas Beau à la réalisation aujourd'hui, avec Dimitri Paz à la technique. C'est Laura Dutèche-Pérez qui a préparé la grande table culture aujourd'hui avec Henri Leblanc à la programmation. Merci à Lucas Bretonnier et Marie Fraboulet pour cette grande table des idées. Bel après-midi à tous sur France Culture.